à tous et bienvenue dans ce 7e épisode d'Androtech. Je vous rappelle le concept, j'ai autour de moi une équipe composée de journalistes et d'experts. Nous commenterons et débattrons de l'actualité Android bien sûr, mais aussi du mobile et des nouvelles technologies en général. Cette émission est animée par Frandroid et la chaîne Tech.tv. Justement, la chaîne Tech.tv, c'est une chaîne dédiée à l'actualité high-tech qui se lance très bientôt. Je vous présente notre équipe et nos invités juste après le sommaire. Au sommaire de cette émission et juste après le CES de Las Vegas, une actualité chargée notamment chez Motorola, qui se décide enfin à sortir son Moto X en France, mais aussi quelques nouveautés qui laissent déjà entrevoir un Mobile World Congress chargé. Nous parlerons également de tablettes avec notre test de la semaine consacré à l'édition 2014 de la Samsung Galaxy Note 10.1, la grande sœur du Galaxy Note 3 sorti en fin d'année 2013. Samsung est le leader sur le marché des smartphones, mais la question qui se pose en ce début d'année concerne ce qui se passe en marge de ces appareils. Quel domaine, de la domotique ou des objets connectés, prendra le relais du vecteur de croissance qu'est le smartphone? C'est le sujet du débat qui nous occupera. Nous finirons par les applications de la semaine. Bonne émission à tous! Nous avons sur le plateau Laure, revenue de Las Vegas, remise du décalage horaire. Pas du tout, mais présente quand même. Nous avons cette semaine Guillaume, vous le connaissez peut-être. Si vous suiviez Tablette Café, vous pouvez aujourd'hui le retrouver sur une émission, Nip Life. Merci de m'inviter. Pierre-Olivier, notre fidèle troller. Ouais, on va régler nos comptes d'ailleurs. Les 2 émissions dernières, vous m'avez pas invité, c'est quoi ce bordel? T'étais pas là. Nous avons Tony, en direct des bureaux de la rédaction de Frandroid. Ouais, je suis tout seul, j'ai peur, mais je suis avec mon copain là. Et nous avons Benoît, toujours sur Skype, en direct de Montréal. C'est le rédacteur en chef de Geeks & Com. Voilà. Bonsoir. On a aussi récupéré notre fanboy, Edouard en régie. Ouais, je suis content de retourner ici, c'est plus sympa. Passons maintenant à l'actualité de la semaine. Faisons maintenant un tour sur l'actualité de la semaine. On vous en parlait, mais ce n'était à l'époque qu'une rumeur, c'était la disponibilité du Moto X en Europe. Enfin, oui, enfin, le Moto X il est sorti l'été dernier aux États-Unis, au Canada. On l'attendait un peu en France, on a eu le Moto G entre-temps, et maintenant ça y est, on a le Moto X. Il va coûter 429 €, toujours les mêmes caractéristiques, l'écran de 4,7 pouces en HD, le processeur Snapdragon S4 Pro, pardon, donc les mêmes caractéristiques, et toujours cet Active Display qui permet d'avoir des petites notifications sur l'écran AMOLED. C'est plutôt intéressant. Je vais peut-être me tourner vers Edouard. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces fonctionnalités qui sont un peu avancées? Ouais, alors il faut savoir que le téléphone il est livré sur KitKat, donc la dernière version d'Android, mais il y a quand même quelques petites fonctionnalités que Motorola a ajoutées. Comme le disait Laure, il y a ce qu'on appelle Active Notification. En fait, c'est lorsque le téléphone est en veille, ça permet d'afficher les notifications sur l'écran. C'est relativement pratique et c'est possible grâce à l'écran Super AMOLED. Donc, petit rappel si vous n'avez pas suivi, en fait, quand les pixels sont noirs, ça ne consomme pas d'énergie. Quand ils sont d'une autre couleur, en fait, ils en consomment et donc du coup, ça permet justement d'avoir ce Active Notification. Un autre truc, c'est donc OK Google Now, qui est donc la possibilité de lancer Google Now, peu importe où on se trouve sur le téléphone. On l'a essayé l'autre jour avec Tony. C'est assez difficile parfois de déclencher la commande parce que c'est pas toujours très précis, mais par contre les résultats sont ceux de chez Google et ça c'est plutôt sympa. Et enfin dernier élément, c'est la possibilité de en tournant un peu le téléphone, ça déclenche automatiquement la caméra, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc le Moto X disponible à 429 €. Tony, qu'est-ce qu'il faut en penser de cette annonce? Globalement, moi je le trouve assez cher, je trouve très cher comme téléphone. J'aurais pensé que Motorola se serait positionné à un prix beaucoup plus bas, aux alentours de 350 €. Là on est aux alentours de 430 €, c'est quand même très cher comparativement au Moto G qui est vendu à 170 € dans sa version 8 Go et 199 € dans sa version 7 Go. Un téléphone assez cher mais qui dans l'ensemble propose des fonctionnalités assez intéressantes et innovantes qu'on ne trouve pas ailleurs. Notamment l'Active Display qui est très intéressant. On peut aussi, en balançant le téléphone de droite à gauche 3 fois, on peut déclencher l'appareil photo. Des petites fonctionnalités sympas qui s'ajoutent et qui ne sont pas disponibles ailleurs, encore une fois. Du coup, un avantage non négligeable. Une petite réaction? Moi perso, c'est vrai que quand je regarde un peu l'appareil, quand je le regarde un petit peu dans ses specs et je compare au Nexus 5 finalement pour un prix
quand même assez différent. Il y a 100 € d'écart. Je suis pas du tout emballé. Je sais pas qui en fait va être vraiment emballé par les 3 fonctionnalités qui, selon moi, sont pas complètement essentielles, quoi. Pareil, moi je suis d'accord avec Guillaume et je suis d'accord avec toi, Tony. Effectivement, c'est un peu le prix est un peu trop élevé par rapport au Nexus 5. Et d'ailleurs, il y a Surtout une que le Nexus 5 peut avoir les Active Notifications par un petit bidouillage qui est dispo depuis pas très longtemps. Alors tu perds l'aspect. Ouais, il faut juste savoir qu'en fait, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle Moto Maker et ça permet de personnaliser le téléphone en choisissant les couleurs qu'on veut. En France, ce ne sera pas du tout possible. Il y aura une version blanche, une version noire et ce sera tout. Donc ça, c'est un autre élément qui est un peu dommage. Ouais. Au Canada, on l'a depuis quelques mois, donc. C'est vrai qu'on n'a pas Motomaker pour le personnaliser. Je trouve que le positionnement en France est trop élevé, surtout qu'ils ont baissé le prix aussi aux États-Unis parce que justement les ventes n'étaient pas au rendez-vous. En revanche, c'est un très très bon appareil. Vraiment, on le tient en main. Il est très très bien construit. Il tient bien en main. Le OK Google Now fonctionne extrêmement bien. C'est vraiment efficace et on peut vraiment régler beaucoup de choses avec ces fonctionnalités-là. Moi, je le trouve intéressant dans ce qu'il propose. En revanche, le positionnement en prix, clairement aujourd'hui, il n'est pas au bon niveau. Ok. Passons maintenant à l'actualité, c'est cette fois-ci Sony. Alors oui, Sony, on les a vus au CES avec le Xperia Z1 Compact, donc le mini Z1 qu'on a retrouvé là-bas. Et une semaine après, surprise, on nous annonce 2 autres téléphones, le Xperia E1 et le Xperia T2 Ultra. Alors pour faire court, on a un petit téléphone, le E1, qui est dédié à l'univers Walkman, donc il est dédié à la musique. Il est d'entrée de gamme. Il a un music phone. Voilà, c'est un Walkman, comme Sony en faisait auparavant, avec des fonctions d'amélioration du son, la lecture des fichiers en FLAC, des choses comme ça, avec un écran pas terrible, un appareil photo de 3 mégapixels, donc c'est un peu décevant quand même en termes de fonctionnalité générale. Et à côté, le T2. Le T2 Ultra, qui est une phablette, donc 6 pouces. Pour rappel, les phablettes. Ouais, mais les phablettes. Il se positionne entre le Z1 en termes de taille, qui fait 5 pouces, et le Xperia Z Ultra, qui fait 6,4 pouces. Donc la phablette classique, avec des specs à peu près conventionnels. On va avoir un processeur, alors là je ne vais plus me rappeler, un Qualcomm MSM 8928. Donc voilà, plutôt standard en quad-core. Un appareil photo de 13 mégapixels. Là, on va être dans du milieu de gamme assez classique qui sera peut-être plus intéressant que le E2. E1, pardon. Moi, ce que je trouve intéressant avec ce téléphone-là, c'est qu'on a un S400 quadruple cœur, un écran 720p et une batterie de 3000 mAh. On peut avoir une autonomie assez conséquente tout en préservant des performances convaincantes. Donc, assez intéressant dans l'ensemble. Comment on compare le Z Ultra et le T2 Ultra alors ? Le Z Ultra, il a un Snapdragon 800, il est quand même beaucoup plus haut de gamme. Ceci dit, il nous avait un peu déçus parce qu'il n'a pas de flash. Là, théoriquement, on ne retrouvera pas cette erreur-là sur le T2 Ultra. J'arrive plus à m'en sortir dans les références. À force, on se mélange chez Sony. A priori, il sera quand même un peu moins cher du fait qu'il a un processeur un petit peu moins puissant. Edouard, je suis sûr que tu as quelque chose à ajouter sur cette annonce. Ouais, le problème, c'est qu'il y a une semaine, il y avait le CES et on se demande vraiment pourquoi ces 2 téléphones n'ont pas été annoncés. Et même, il y a le Mobile World Congress, qui est donc un grand événement dédié à toute la mobilité qui est dans à peu près un mois. Et on se dit, mais pourquoi Sony a annoncé ce téléphone entre les deux ? Est-ce que c'est pour répondre à Motorola ? On ne sait pas vraiment, mais d'où viennent ces 2 téléphones ? Pourquoi maintenant ? C'est possible. C'est bizarre. Répondre, ou plutôt masquer, je pense qu'effectivement, Sony ayant un petit peu la grosse tête en général, s'est dit que ces 2 téléphones-là, à eux seuls, pouvaient masquer l'actualité Motorola, ce qui est un petit peu ambitieux. Et d'ailleurs, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Mais ouais, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'ils avaient prévu d'annoncer au MWC. Et quand ils ont vu la conférence de presse Motorola, ils ont fait « Attends, on va leur bousiller leur truc, on va sortir non, justement, parce qu'à Barcelone, justement, ils devraient annoncer leur nouveau modèle phare qui viendrait remplacer le Z1. Donc c'est un peu bizarre qu'ils soient annoncés même maintenant. Sinon, c'est peut-être un envoi de mail, ils se sont chiés dessus. Hein. Non, mais c'est peut-être ça la stratégie aussi, c'est-à-dire que le Z1 compact, ils y croient. Et donc, du coup, ils se sont dit on va le lancer au CES. Et en plus, ça touche le marché américain. Il y avait une annonce spéciale pour le marché américain. On a des choses à annoncer au MWC, mais entre les deux, on n'a rien. Et ben, on va combler cette actualité-là avec cette annonce. Puis ça tombe pendant Motorola, c'est parfait pour eux. Bon, c'est pas le même niveau de communication. C'est pas la même ampleur, c'est le problème. Exactement. J'arrive plus avec ces références. Avec le E1, on rêve un petit peu moins qu'avec le Moto X. Clairement.
Passons maintenant à l'actualité suivante, mais on reste du côté des phablettes, puisque cette fois-ci c'est le HP Slate 6, Slate 7, et on a les prix en plus. On a les prix, alors on n'est pas tout à fait certain du prix, normalement ce sera $200 pour le Slate 6, qui est la première phablette de HP, donc qui devait sortir des téléphones depuis un moment. Là on a une phablette 6 pouces avec un écran HD, on va avoir un processeur quadricore avec un appareil photo de 5 mégapixels. On va avoir une phablette qui va se positionner face au Zenfone 6 qui a été annoncé par Asus la semaine dernière au CES. Donc là, on va avoir plein de phablettes à des prix assez abordables dans les $200, 200 € qui vont sortir sur le marché. Après, et c'est sûrement le design le plus innovateur qu'on a vu à l'heure actuelle, hein. Enfin, qui se calque beaucoup avec ce qu'on retrouve sur le Nexus 4, l'arrière notamment, qui est une sorte de pixelisé paillette. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur le Nexus 4, une fois de plus. Moi, je trouve ça très beau, très bien fini. L'avant fait aussi penser à HTC One, dans le fond, mais je sais pas pour vous. Ouais, effectivement, il est plutôt joli. Moi, ce qui m'inquiète un peu, par contre, c'est la marque, dans le sens, c'est un petit peu les mecs qui ont dit hey, on fait du téléphone. Ah non, finalement, on fait pas de téléphone. Ah bah si, on fait du téléphone. Non, finalement, on arrête. À un moment donné, moi, quand j'achète un produit voilà, qui coûte quand même relativement cher, hein, parce qu'on est plutôt dans, enfin il n'y a pas de prix annoncé il me semble, mais on est plutôt dans les 500-600 je pense pour une phablette. Bah non justement on serait bon dans du tarif beaucoup moins cher. C'est vrai, dans du plutôt bas de gamme. Plutôt bas de gamme. N'empêche que on parle quand même d'un objet mais qui est relativement cher en soi. Hein. Qui est dans plusieurs centaines d'euros. J'ai un petit peu envie qu'il dure, qu'il y ait du support, que si j'ai un problème avec, je puisse le remplacer avec la garantie, et pas de mecs qui, au bout de 2 semaines, arrêtent la production en disant « Ah, on a peut-être fait une bêtise, on ne sait pas trop ». Enfin, la crise de la quarantaine chez HP, à un moment donné, c'est le client qui trinque, quoi. On va voir alors. Mais ils avaient quand même annoncé il y a des tablettes Android il n'y a pas longtemps et jusqu'à présent il n'y a pas de problème avec. Et ils continuent sur les tablettes d'ailleurs. Il y en a régulièrement dans la série Slate qui. Voilà, ils ont des problèmes de conscience de temps en temps et. Ils ont des problèmes stratégiques. Ils se posent toujours la question est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on y va entièrement ou est-ce qu'on y va à moitié. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'encore ils proposent du 4.2.2 et pas du 4.4 ni du 4.3. Tu sais, donc on a toujours ces problématiques d'annonce. Qui rappelle des marques effectivement plus entrée de gamme. Mais ça c'est le problème de Mediatek, qui se focalise sur du 4.2. Au-delà, ça commence à... Enfin, je veux pas casser des briques sur Mediatek, mais au-delà, on a vu aucun téléphone Mediatek à l'heure actuelle au-dessus de 4.2.2 quoi. Au-delà de ça rame, c'est pas fonctionnel. Enfin, c'est pas que c'est pas fonctionnel, c'est que c'est pas optimisé. Exactement. Ok, est-ce qu'on a d'autres actualités du côté des phablettes ? Non, c'est déjà bien. Là, sur les phablettes, on va s'arrêter là. On en a assez pour ce début d'année. Qu'est-ce que tu penses, Guillaume, toi, des phablettes ? Moi, je fais partie des vieux jeux un peu qui n'arrivent pas du tout à concevoir le fait d'avoir une phablette. Quoi. Et le donc fait peut-être de me balader des sceptiques, des sceptiques sur ce format-là ? Ouais, je suis très sceptique. Moi, perso, ça m'accroche pas du tout. J'avais un jeu de mots, mais je vais le taire. Moi, je faisais partie des sceptiques, un peu comme toi, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on m'en passe une, au départ, je me dis « Ah non, c'est trop gros », puis au bout d'une semaine, quand on me l'enlève, ou 2 semaines, quand on me l'enlève, je me dis « Ah merde, quand même, j'étais vachement habitué sur tout ce qui est surf, tout ce qui est visionnage de vidéos, etc. » Et donc, on s'habitue assez facilement à ce format-là. Après, jusqu'à quelle taille on appelle ça une phablette ? Parce que, bon, quand on arrive vers 6 pouces, 7 pouces, là, on commence quand même à se rapprocher d'une vraie tablette, là, tu sais. Donc, c'est plus un peu plus bas, vers 5.5. Pour aller dans ton sens, c'est vrai que assez régulièrement, quand je montre mon smartphone à 5 pouces, en général, les gens qui ne sont pas habitués et qui ont un iPhone format 4, 4S, etc., ils trouvent ça gros, quoi. Ils se disent je pourrais pas, c'est trop gros. Et puis en fait, c'est vrai qu'en l'utilisant quelques jours, après, on s'y fait et on s'y habitue plutôt bien. Donc jusqu'où on peut aller, je sais pas. Moi, perso, j'ai un iPad mini. Si mon téléphone fait la même taille, il va y avoir un problème, quoi. Je me rappelle des réflexions d'ailleurs à la sortie du Galaxy Note. Ce qu'on entendait, c'était faut pas que je craque pour le Galaxy Note parce que si mon habitude se met sur ce format-là, j'arriverai pas à redescendre en taille. Et c'est vrai qu'une fois qu'on touche, même à la limite, même quand on touche à un iPhone 5, c'est quand même vachement difficile de revenir à un iPhone plus petit. Donc c'est vrai que dès qu'on monte en gamme, dans la poche. Et ça rentre dans la poche. C'est important. Et pour le Note, on se rappelle que tout le monde avait dit « Ah, mais c'est trop gros, personne n'achètera ce format-là. » Et c'est un gros succès, comme tu dis. Et pas juste pour Samsung. Pas juste pour Samsung.
La surveillance des internautes, c'était l'un des grands sujets de 2013, mais on a une bonne nouvelle. Oui, c'est au niveau d'un smartphone qui va s'appeler Blackphone, qui est issu de la collaboration entre Silent Circle et Geeksphone, qu'on connaissait pour ses smartphones sous Firefox OS, les Peak et Keon qu'on avait vus l'an dernier. Et donc, ils vont lancer un téléphone au Mobile World Congress qui va être dédié à la sécurité des utilisateurs. L'idée, a priori, c'est d'avoir un téléphone Android avec une ROM entièrement sécurisée. Voilà. Private OS. Pardon ? Private OS. Oui, voilà. Mais a priori, ok, je me suis un petit peu avancé et j'ai donné mon opinion personnelle. Je pense sincèrement qu'il s'agit d'un fork d'Android ou même juste d'une distribution d'Android, pas forcément un fork. Hein, c'est forcément le cas. Et donc l'objectif, ça serait d'avoir une nette séparation entre les données privées et les données publiques, d'avoir chaque application qui s'exécute de façon indépendante et qui ne puisse pas avoir accès aux informations que d'autres applications aient accès, etc. Et le marché qui est visé est essentiellement professionnel, mais pas que, justement, à cause des scandales que Edward Snowden a révélé. Mais justement, on a un petit problème, non? C'est que pour avoir un smartphone entièrement sécurisé et il faut un smartphone transparent, il faudrait que toutes les couches soient open source. Et donc, on a ce petit problème qu'en téléphonie, c'est rarement le cas d'avoir de l'open source sur vraiment toutes les couches. On parle notamment... On l'a vu avec la dernière actu autour de Samsung Knox. Il y a un chercheur en sécurité israélien qui a dit qu'il avait trouvé des failles dans l'utilisation de Samsung Knox et que, par conséquent, ce n'était pas sécurisé. Samsung a répondu qu'en fait, il s'agissait purement d'une attaque man in the middle au niveau du réseau et que, en fait, Samsung Knox, c'est une solution qui est assise sur le téléphone. Après, une fois que les données sortent du téléphone, c'est plus du ressort de Samsung, c'est au niveau de l'opérateur, de la personne qui administre le Wi-Fi, etc., etc. Là, on a les mêmes problématiques. Et je vais même aller plus loin, c'est que en fait, le problème d'avoir un modèle de smartphone ultra sécurisé, c'est que c'est cool, mais quand on a des besoins particuliers, je sais pas, mettons, je suis une entreprise avec des employés qui sont souvent en extérieur, il pleut beaucoup parce qu'on est en Angleterre, j'ai besoin d'un truc qui soit un minimum étanche. Voilà, il n'y a qu'un seul modèle. Ça aurait été beaucoup plus pertinent. C'est qu'un début de réponse, c'est ça que c'était ton point. C'est même très balbutiant parce que même si la solution est bonne, en termes de marché, moi j'émets des doutes. Ceci étant, moi je pense que c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant parce que je ne suis pas forcément aussi bien que vous, je pense, toute l'actualité qui se passe sur les sorties Android. On voit qu'il y a plein d'appareils qui sortent, on en a cité, chez Sony, il y a vraiment plein de crèmeries qui proposent plein d'appareils différents. Mais finalement, les éléments différenciants dont on parlait tout à l'heure, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Il n'y a pas d'éléments vraiment qui font mouche. Et je pense que de proposer des téléphones qui répondent à des exigences de la part de personnes qui sont soit un petit peu exigeantes, soit même complètement flippées sur leur vie privée, finalement, c'est un bon argument quoi, pour proposer un nouveau smartphone. Disons que c'est un argument marketing, il faut être franc. Comme le disait PO, tu sais, tes courriels, ils sont pas sur le téléphone, tes courriels, ils sont sur un serveur, donc il faudrait que tu checkes cette partie-là. Tes appels, ils passent par un réseau. Le réseau, tu n'as pas la main dessus. Donc c'est un bon argument marketing pour ceux qui sont flippeux sur leurs données, mais ça répond pas à toutes les problématiques de gestion de la vie privée réellement. C'est vrai qu'on risque de rigoler si jamais il y a des gens qui utilisent ce téléphone en installant dessus Facebook, en envoyant des messages privés un peu sensibles, qui utilisent Gmail et compagnie. Il y a des façons de sécuriser toute la chaîne technologique, c'est-à-dire d'avoir donc une ROM Android sécurisée sur son téléphone. Pour une entreprise, d'être son propre opérateur virtuel, donc avoir son APN privé et crypter les données, faire l'authentification forte sur les utilisateurs du téléphone, etc., etc. Mais évidemment, c'est pas à la portée d'un particulier a priori. La sécurité, ça serait un vrai sujet, on pourra en débattre un certain temps, mais on va passer au projet de la semaine, présenté cette semaine par Edouard. Alors le projet que je vais vous présenter cette semaine s'appelle Laster See-Through. Donc en fait il faut dire que là on est après Noël et vraiment sur Kickstarter et même sur toutes les plateformes de ce type de crowdfunding, il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant. Et en fait, cette entreprise, elle lance même ces lunettes connectées qui s'appellent les Laster See-Through, qui ont la
grosse particularité de coûter bien moins cher que les Google Glass, parce que pour rappel, des Google Glass, c'est à peu près 1500$, alors qu'ici, on est à peu près 349-400$. Et du coup, à part avoir un long parcours de golf, est-ce que c'est étanche ? Non, c'est malheureusement pas étanche pour toi. Vite fait, quelques caractéristiques sur le produit. En fait, contrairement aux Glass qui, elles, affichent des informations contextuelles, pas forcément en rapport avec justement l'endroit où on est. Là, on a vraiment des lunettes qui sont adaptées et designées pour la réalité augmentée. Voilà, c'est tout à fait ça. Eux, ils misent à 100% sur la réalité augmentée, justement parce que c'est le savoir-faire de cette entreprise. Par contre, en parlant de réalité augmentée, il n'y a pas de caméra dessus. Et donc, du coup, ça va quand même pas mal limiter, je trouve, les possibilités. Par contre, eux, ils disent qu'il y a 3 gyroscopes, 3 accéléromètres, 3 compas, et que tout ça va permettre quand même de faire de la réalité augmentée assez sympa. Et en fait, au niveau logiciel, ils misent essentiellement sur tout ce qui est sportif. Donc, ça va être de l'aviation, du skateboard, vraiment tout ce qui est sportif. Et comme le disait PO, c'est dommage que ça ne soit pas étanche, parce que c'est quand même un truc essentiel. Anti-choc. Alors, oui, c'est un projet qu'on retrouve sur Kickstarter. Tout à fait, ouais. Pour l'instant, ils sont à peu près à 20 000$. Ils ont réussi, sachant que ça a commencé hier, donc c'est tout récent. Ils demandent 300 000, sachant que ça ira à peu près jusqu'au 15 mars. Alors, au niveau, vous, en tant que baker, vous pouvez acheter les lunettes pour 349$. À ce prix-là, vous avez les lunettes en kit, donc c'est un peu comme Ikea. Vous allez vous amuser à les faire tout seul. Et accès au SDK, ou alors à 399, vous aurez les vraies lunettes, sachant qu'il y a plus ou moins 2 batchs. Un qui sera avril-mai, où ça sera les premières productions, ou alors un peu plus tard, au niveau de l'été, où ça sera vraiment la production en masse. Et quelle est l'autonomie des lunettes ? Il y a quelque chose d'annoncé ou pas ? Ouais, c'est entre 6 et 8 heures. Donc je pense que c'est comme les Google Glass. En fait, les Glass, si on les utilise à fond, par exemple pour la vidéo, ça va durer 2 heures. Si on ne les utilise pas vraiment, ça peut quasiment durer une journée. Donc c'est un peu difficile de parler d'autonomie sur des lunettes connectées. Ça qui est limite, et aussi le design, parce que là, franchement, elles sont moches. Ouais, mais aussi c'est pour le sport. Enfin. Mais c'est un marché qui se développe, en tout cas, toutes ces lunettes qui sont pour les personnes qui font du sport, pour les personnes qui font des sorties extérieures. C'est vraiment un gros marché qui se développe. Je sais que, PO, toi, tu as testé quelque chose au Québec, tu les utilisais, les Ricoh, par exemple, et je pense qu'il y a vraiment un intérêt, en tout cas... Mais je l'avais pas dit, ils ont refusé. Mais bon. Moi, en tout cas, il y a un intérêt quand je fais du vélo de montagne ou du vélo de route, par exemple, d'avoir certaines informations de ma vitesse, de ma direction, des spots à faire, etc. Il y a en tout cas, pour moi, un intérêt à avoir ce genre de produit. C'était donc le projet de la semaine, qui sont des lunettes connectées. On passe maintenant au test. Le test de la semaine, c'est la Samsung Galaxy Note 10.1 version 2014 qui vient juste de sortir. Je vais me tourner vers Tony pour avoir un petit aperçu des caractéristiques. Et effectivement, je suis en train de tester la Galaxy Tab Note 10.1 édition 2014. En fait, c'est la suite logique de la première version. En fait, ils ont amélioré la définition de l'écran. Donc, on passe sur un écran toujours de 10,1 pouces en super clear LCD, en définition de 2560 par 1600 pixels. Donc on est sur une solution. On a deux versions qui existent. On a la version Qualcomm S800 qui embarque le LTE, ou alors on a la version Exynos 5420 qui est une version aussi quad-core, mais en quad-core x2 en fait, parce qu'on a une architecture Big Little. Donc c'est du Big Little Cortex A15 pour les tâches à haute qui consomme beaucoup en fait, et le Cortex A7 qui est dédié aux tâches à plus faible consommation, accompagné avec 3 Go de RAM. Elle est disponible en 16, 32 et 64 Go. En Europe, elle est disponible qu'en 16 et 32, mais on peut la trouver à l'étranger en 64 Go. Elle a une batterie assez imposante de 1220 mAh et pour une autonomie assez conséquente. J'ai pas encore fini le test, mais pour l'instant c'est très prometteur. Côté performance, c'est du tout bon. Est-ce qu'on a une annonce sur l'autonomie ? Sur l'autonomie, on a plus de 10 heures annoncées. On les atteint largement, mais j'ai pas encore eu le temps de tester, en profondeur tout ça. Mais c'est très prometteur de ce côté-là, en effet. C'est vrai que le Galaxy Note 3, qui est quand même le cousin version phablette de la Galaxy Tab 10.1,
Galaxy Note, extrêmement convaincant aussi en termes d'autonomie. Hein. Il bénéficie des mêmes optimisations et ça, c'est plutôt intéressant chez cette tablette. Alors, je te vois la regarder bizarrement. Est-ce qu'on a des fonctionnalités du côté du S Pen? Est-ce qu'elles sont toujours au rendez-vous? Exactement, on a toutes les fonctionnalités du Galaxy Note 3 qui ont été déportées dans la tablette en fait. Les 5 fonctionnalités du S Pen, elles sont très fonctionnelles, il n'y a pas de bug notable. Au quotidien, c'est très utilisable. Par contre, j'ai une petite réticence au niveau de l'interface qui est pas très bien optimisée. Je pinaille, mais ça saccade de temps en temps en fait. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça. Au moment où tu le disais, Laure avait du mal à déverrouiller l'écran parce que justement ça saccadait. Alors on va dire que c'est ma faute pour défendre la tablette, mais effectivement c'est peut-être pas le cas. Donc ouais, t'es pas le seul à l'avoir observé quoi. Voilà. Comme ça. D'accord. Donc là j'ai mis les air commandes. Je vois pas très bien ce que je fais, qu'on fait apparaître avec le stylet. Donc parmi les fonctionnalités logicielles. C'est stylé. Waouh. Bien vu. Tony, on te laisse continuer, pardon, t'as interrompu. Que voulez-vous savoir de plus par rapport à la tablette au niveau des performances, au niveau de l'autonomie, au niveau Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Les haut-parleurs stéréo, t'en as pas parlé, par exemple. Les haut-parleurs, ils sont... En fait, quand on tient la tablette en paysage, ils sont à chaque extrémité de la tablette, en fait, sur la tranche droite et gauche. On a des haut-parleurs stéréo de très bonne qualité. Mais quand on tient la tablette en portrait, en fait, on perd un petit peu de cette ergonomie au niveau des haut-parleurs, parce qu'en fait, on se retrouve avec le son, des rejets de son en hauteur et en bas, en fait. Donc ça fait un peu disproportionné. Autre critique que je voulais faire, en fait, c'est quand on tient aussi la tablette en portrait, les touches volume, elles sont inversées. Du coup, ça fait qu'on a tendance à appuyer sur le plus, croyant que c'est le moins, et inversement. C'est déplaisant en fait. J'aurais préféré que Samsung place les boutons ailleurs en fait, tout simplement. Voilà. Revenons maintenant sur la finition de ce produit. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est du plastique tout moche, tout dégueulasse, en essayant de faire croire que c'est du cuir. Mais il est présent, c'est du plastique. Bon, c'est vrai que c'est la finition du Note 3. Donc avec l'imitation cuir en plastique, effectivement. Est-ce que vous aviez la version blanche ou noire? Parce que du coup, on a la version noire, pardon. Parce que il y a toujours une différence entre la version noire et la version blanche au niveau du fini. Par exemple, la version noire est beaucoup plus cuir que la version, beaucoup plus simili-cuir que la version blanche. Je ne sais pas pourquoi, mais la version blanche est très plastique à chaque fois. Ouais, effectivement. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette finition. Moi, j'ai un enfant de 2 ans, donc j'ai commencé à regarder dans les Toys R Us, etc., les tablettes pour enfants. Alors, c'est souvent des infamies au passage, c'est mon avis perso, mais c'est quand même une vraie catastrophe. On en a testé, effectivement, on en a testé des tablettes qui étaient destinées aux enfants, et alors en la déballant, je l'ai cassée. Et alors j'aurais vraiment peur de le confier à un enfant, un écran cassé avec des morceaux qui peuvent s'enlever. J'aurais vraiment très peur. Ouais, c'est limite dangereux. Je pense que dans les mains des enfants, il faut quand même mettre des produits bien finis et extrêmement solides. Ouais, effectivement. Surtout, en tout cas, là pour celle-ci, on retrouve la texture des tablettes qu'on peut retrouver dans les Toys R Us. Non, mais pour les enfants, c'est un peu redondant du coup, parce qu'on a... J'ai vérifié partout sur Internet et on n'a pas de résistance d'écran en fait. On n'a pas de Gorilla Glass dessus. C'est un point très dérangeant du coup. Pas de Gorilla Glass 3. Du coup, la tablette a tendance... Je ne sais pas si Samsung utilise une technologie de résistance d'écran, mais là, c'est pas précisé, c'est pas mis en avant. Du coup, on ne sait pas si c'est Gorilla Glass ou pas. Du coup, ça l'est probablement pas d'ailleurs. Généralement, ils le disent quand c'est le cas. Ouais, mais de toute façon, il y a toujours une techno de protection. C'est pas du Gorilla Glass, mais c'est un truc de Samsung. Il y a forcément une. J'aimerais revenir sur les fonctionnalités dédiées au S Pen. Et Guillaume, par exemple, est-ce que tu as testé que ce soit le Note 3 ou alors une tablette, est-ce que tu as testé les fonctionnalités du S Pen et est-ce que tu aimes? Ouais, j'avais eu l'occasion de tester effectivement sur des Galaxy Note 2, il me semble, le S Pen, le stylo effectivement Samsung. C'est vrai que je pense que pour les personnes qui en ont vraiment un usage purement soit créatif, c'est-à-dire dessiner dessus ou faire même des croquis, je pense qu'il y a énormément d'usages sur lesquels on peut s'y retrouver. Moi de mon côté, j'aime bien parfois faire quelques croquis, je me retrouve plus facilement avec un stylo plus classique, même s'ils ont moins cette précision qu'ils peuvent avoir avec un iPad, je m'y retrouve aussi bien. Mais je pense qu'effectivement, quand on a vraiment besoin de travailler sur une tablette avec un stylo, je pense que ça fonctionne pas mal quand même. On va parler du prix et je vais faire un petit tour de table justement pour savoir, est-ce que vous la conseillez? On va commencer par Tony quand même. C'est lui qui pourra nous dire.
Donc voilà, la tablette est annoncée en 16 Go Wi-Fi à 550 €, enfin à partir de 550 €. En version 4G, il faudra compter 100 € de plus, donc 650 € pour la version 16 Go toujours. C'est quand En même version un prix. 32 Go, ouais, c'est assez cher, c'est vrai que c'est assez cher. En version 32 Go, en version Wi-Fi et LTE, elle est à 600 et 700 €, donc c'est quand même assez haut. Par rapport à Asus qui revend sa tablette, enfin qui n'a pas de version LTE bien sûr, mais qui revend sa tablette à 450 € en proposant bien plus de possibilités. C'est assez, enfin moi je trouve ça assez cher en fait, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais Samsung a un peu pris la grosse tête pour moi. Devrait songer à baisser ses prix pour se calquer avec la concurrence, tout simplement. Benoît, est-ce que tu voudrais réagir sur ça? Alors moi je l'ai pas testé, donc ce sera un peu difficile. La seule question que j'ai, je sais pas si Laure tu te rappelles, est-ce qu'ils ont annoncé les prix pour les Note Pro et les Galaxy Pro, parce que il faudra voir son positionnement par rapport à ces tablettes-là qui ont une interface unique. Tu sais. Justement, on n'a pas les prix pour les Galaxy Tab et Galaxy Note Pro qui ont été annoncés au CES. On imagine que du fait qu'elles ont l'attribut Pro à la fin de leur nom, elles vont prendre une petite centaine d'euros au passage. Généralement, c'est comme ça que ça se passe quand on a un produit un peu professionnel. Effectivement, j'espère qu'elles ne seront pas à 650 €, 700 €, parce que là, effectivement, ce sera difficile de les écouler, même si quand on voit ce que fait Sony avec sa Xperia Tablet Z, on n'est pas dans du bas de gamme au niveau des prix. Allô. C'est du 10 pouces, donc effectivement les prix sont plus élevés que les 8 ou 7 pouces qu'on a l'habitude d'utiliser. Chez LG, on l'a à 300 €, la Nexus 7 effectivement est à 250, 300. Bon, c'est normal de l'avoir en plus cher. Est-ce que les fonctionnalités du S Pen compensent? Moi, j'en ai pas l'usage, mais je comprends qu'on puisse l'utiliser parce que pour dessiner, pour prendre des notes, c'est pas mal. C'est pas mal et ça fonctionne bien. Donc, faut pas être de mauvaise foi là-dessus, ça marche bien. Après, il y a une réelle finition, elle est très fine cette tablette. Elle n'est pas aussi performante que ce qu'on espérait effectivement, mais elle est bien finie. Effectivement, les haut-parleurs, c'est pas mal. Le bouton central, alors il y a débat à la rédaction là-dessus, mais moi j'aime bien. J'aime bien parce que quand je pose ma tablette sur une table, j'appuie dessus et je peux voir ce qui se passe à l'écran, les notifications. Je trouve ça utile sur une table de salon. Globalement, elle a des arguments. Je la trouve 50 €, 100 € trop cher. Donc c'est un petit peu dommage. Moi, c'est clair que je regarderai le positionnement de la Note Pro avant d'acheter celle-là, parce que le S Pen, j'ai l'utilité sur le Galaxy Note 3, par exemple. Mais en revanche, clairement, j'ai aimé l'interface que j'ai vue au CES. Elle a totalement un intérêt. Il faudra voir le positionnement prix avant de se dire est-ce que je prends celle qui est sans interface ou est-ce que je prends la Note Pro. Péo, tu as eu cette tablette un petit peu entre les mains aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je l'ai eu que quelques secondes, mais c'est ce qui est suffisant pour constater ce que Tony nous disait, à savoir qu'elle lag carrément. L'interface est vraiment assez poussif, quoi. Enfin, c'est du Samsung. Moi, juste là-dessus, pour moi, c'est veto, quoi, directement. Après, par contre, tout à l'heure, on évoquait un petit peu les boutons. Il y a toujours le débat de pour ou contre les boutons physiques. Moi, en tout cas, je trouve ça important qu'il y ait des constructeurs qui continuent d'en faire, même si Google désapprouve fortement. Personnellement, moi, ça me saoule de perdre de la superficie d'écran, sachant que selon le terminal, c'est l'élément le plus cher ou le deuxième plus cher dans le terminal qu'on achète. Donc perdre jusqu'à 1 pouce d'écran juste pour mettre des boutons qu'on peut mettre sans bordure, ça me saoule. L'autre chose que je constate qui est bien avec les boutons physiques, c'est que quand on prend un périphérique en mode portrait et qu'on le met un peu à l'envers, je ne sais pas si on peut voir à la caméra de Guillaume, en fait pour les gauchers on peut avoir les boutons à gauche, et aujourd'hui sous Android c'est la seule et unique façon quand on est gaucher d'avoir les boutons d'interaction du bon côté. C'était nos conclusions sur la Samsung Galaxy Note 10.1 édition 2014. L'actualité de cette semaine était encore dominée par Google qui rachète Nest, un constructeur d'objets connectés, pour 3,2 milliards de dollars. 3,2 milliards. Le montant est tellement énorme que je pense qu'on a besoin de le répéter plusieurs fois pour se figurer que Google a acheté une chaudière connectée pour 3,2 milliards.
Les objets connectés sont bien sûr au centre des préoccupations de la high-tech aujourd'hui. On les a vus extrêmement présents au CES. Ils sont tendance dans l'air du temps, mais il y a un vrai empressement. Mais c'est pas juste une chaudière connectée. Hein. Enfin, il y a aussi le détecteur d'incendie connecté. Pardon. Non, en vrai, aujourd'hui, on va se poser la question de savoir qui de la maison ou du prêt-à-porter connecté prendra le relais du smartphone dans l'industrie high-tech. Je vais préciser un petit peu cette question qu'on se pose. C'est en termes aujourd'hui de relais de croissance et de moteur, de locomotive pour la recherche et développement dans l'industrie high-tech, le smartphone, c'est clairement le roi. Tous les faiseurs de technologie aujourd'hui, c'est leur locomotive, c'est le mobile. Mais demain, il va y avoir besoin d'un nouveau marché pour continuer à tirer la loco. Et donc, est-ce que ça va être la maison connectée? Est-ce que ça va être le prêt-à-porter connecté? La question, elle se pose aujourd'hui. Est-ce que toi, Baptiste, tu as passé un petit peu de temps au Japon? Tu avais bossé sur des lunettes notamment avant que Google même en parle. Du coup, est-ce que tu as peut-être un avis un petit peu Bah oui, moi je pense que on utilise un smartphone aujourd'hui parce qu'on a besoin d'informations sur ce qui est autour de soi. Et je vois bien que les applications qu'on utilise et les informations qu'on cherche sur notre smartphone, à un moment, elles vont peut-être plus être sur le smartphone, elles vont peut-être être sur une montre ou alors directement devant nos yeux. Ça va être tout ce qui est toute la recherche sur les lunettes. Et moi, mon point de vue, c'est que ça soit sur les lunettes, sur la montre ou sur des bracelets ou dans des vestes, mais quelque part, cette informatique prête-à-porter, justement, va prendre le pas et qu'on va de moins en moins sortir son smartphone et de plus en plus regarder ses informations, ses notifications sur d'autres devices. Hier, juste avant que tu essayes d'esquiver l'apéro, tu me disais le prochain marché, c'est l'homme. Le prochain marché de la high-tech. Bah oui, c'est l'homme et tout ce qui gravite autour de l'homme. Donc on a vu pas mal de bracelets par exemple sur le CES et c'est vraiment le marché qui va percer. Moi je suis content que tu aies pensé ça parce que c'est aussi un petit peu mon avis. C'est que quand on parle de maison connectée, moi ce qui me scandalise dans le montant, 3,2 milliards de dollars que Google a dépensé pour acheter un thermostat. Un thermostat que n'importe quel fabricant d'électrique européen fait depuis 10 ans ou presque. La plupart ont des applis mobiles aussi. On s'est fait une petite liste juste avant l'émission. Il y a Honeywell et d'autres. Il y a le grand aussi, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire et surtout, c'est des technologies qui se développent. Enfin, sérieusement, faire un thermostat connecté, il faut 2 semaines. Et je trouve que dans le prêt-à-porter connecté, il y a beaucoup plus de défis technologiques. Guillaume, toi, tu vis ça, tu vis ça comment? Je le vis, en tout cas, je le perçois vraiment comme vous. J'ai tendance à vous rejoindre, d'autant plus que selon moi, la maison connectée, c'est pas un phénomène qu'on va pouvoir se déclencher à titre perso du jour au lendemain. À la limite, s'acheter un bracelet, s'acheter des lunettes, on s'achète déjà aujourd'hui un smartphone à 500-600 €, donc à la limite qu'on le fasse pour d'autres objets, c'est complètement concevable. Installer sa maison en domotique, c'est quand même super engageant, ça impose oui, mais justement, quand on pose des capteurs dans la maison, c'est justement pour toute la famille, donc finalement l'investissement il est plus faible, non? Ouais, je suis pas sûr. Et l'investissement il se fait au niveau des prises aussi. Ouais, justement, d'ailleurs Benoît, toi chez toi, c'est un petit peu la caverne d'Alibaba. Il y a un paquet d'objets et je me disais, tu avais peut-être un point de vue différent du mien. Moi, je pense que il ne faut pas opposer le prêt-à-porter, les objets connectés et la maison. Je pense que le relais de croissance, il va se faire sur les deux. Il va se faire sur les deux. Pourquoi? Parce qu'on va chercher un écosystème le plus large possible qui va justement interconnecter la partie mobile, la partie objet connecté et la partie de la maison. Et à mon avis, Google n'achète pas la technologie telle qu'elle est aujourd'hui. Google, il achète le savoir-faire, il achète la R&D et il achète le développement. Faire un thermostat, c'est simple, comme tu le dis. Mais en revanche, bien le faire, ça c'est ce qui demande du temps. Et qu'on le veuille ou non, Nest est simple. Nest est un produit design, marketing, correctement bien foutu. 3,2 milliards, c'est cher, mais
3,2 milliards pour développer son écosystème, ben, tu achètes les ingénieurs dedans. T'sais. Donc, je pense que c'est intéressant. En revanche, juste pour faire un point, moi, ce qui m'emmerde aujourd'hui, c'est que tu es basé sur des technologies qui peuvent se parler, mais qui sont sur des écosystèmes différents. Par exemple, j'ai des Philips Hue, puis j'ai du Belkin. Les deux utilisent Zigbee, mais ils ont chacun une application. Donc, moi, mon enjeu, il va être de développer cette application-là. Est-ce qu'il va se porter sur des objets connectés? Oui, je le crois. Je crois qu'on va avoir besoin de prêt-à-porter pour développer la maison, et donc on va d'abord développer les objets connectés et ensuite la maison va arriver doucement. Est-ce qu'on peut parler des acteurs qui vont bien sûr s'imposer sur ce nouveau marché qui n'est pas le smartphone mais des objets connectés ou prêt-à-porter connectés, c'est-à-dire les montres, les lunettes, etc. Ouais, il y en a un paquet, on a vu WeThings, on a vu... il y a plein de Français d'ailleurs. Netatmo, je montrais pendant que tu parles, Benoît, ce thermostat de Netatmo. Nous, au bureau, on a installé la solution Netatmo sur la chaudière. Donc ça, c'est un thermostat qui est Wi-Fi, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, avec un écran ça fonctionne avec un petit électronique. Et en fait, excuse-moi, tu dis Tony, parce que je t'entends pas. Ouais, en fait, ça fonctionne avec une petite box et on a une petite application Android ou iPhone qu'on peut pairer par Wi-Fi. Et enfin, qu'on peut pairer, c'est pas très français, qu'on peut synchroniser par Wi-Fi, et on peut interagir directement en réglant la température, en visualisant les courbes, et etc. quoi. C'est vachement intéressant, je trouve, et ça fonctionne instantanément, quoi. C'est ça qui est vachement bien, je trouve, de ce côté-là, quoi. Clairement, c'est simple. Ça aussi, c'est un design épuré, tout comme Nest. Non, je pense vraiment pas que ça vaut 3 milliards. Et je pense que la dernière partie de ton intervention, Benoît, c'était la bonne. C'est-à-dire que non, je crois pas que Google, à un moment donné, mettre ne serait-ce qu'un centime dans la techno ou la R&D de chez Nest, parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment au niveau d'investissement. Enfin, je suis certain du contraire. Je pense que par contre, clairement, c'est l'équipe qui voulait, et le fait même que Nest va continuer d'être une marque montre que Google avait absolument zéro intérêt dans l'entreprise en dehors de l'équipe dirigeante, qui sont effectivement Apple, si pas de bêtises, qui était à l'origine de l'iPod. Tout à fait. C'était quand même une belle référence en termes de vision produit et de vision technologique, on est dans le top 0,1% des personnes dans le monde, et je pense que les 3,2 milliards, c'est pour mettre la main sur ces mecs-là. C'est un beau salaire. Et alors justement, pourquoi tu penses que Google s'intéresse à des objets de la maison? Il y avait un projet Android Atom dont on a mystérieusement... Il est un petit peu mort, non? Edouard, tu as des infos là-dessus? Ouais, en fait, c'est à la Google I.O. il y a 2 ou 3 ans. Dans un premier temps, ils avaient annoncé des ampoules qui pouvaient être connectées en Wi-Fi. Ils avaient fait une démo sur scène en annonçant que quelques mois plus tard, ces fameuses ampoules allaient arriver. On les attend toujours. L'année d'après, ils sont venus avec la Nexus Q que vous avez sur le plateau et que j'ai récupérée. Au final, elle n'a jamais été en vente, ou plutôt, ça s'est limité aux précommandes. Et voilà, Android Atom, ça s'est arrêté ici. Et en fait, Nest, ça semble être un peu la suite logique de ce projet qui semblait a priori mort. Du moins, si c'est pas Nest, ce sera la version Google dirigée par les mecs de Nest. De toute façon, comme tu disais, oui, la domotique, ça coûte cher à développer. En revanche, la petite domotique, je dirais, tout ce qui est prise connectée, tout ce qui est capteur connecté, ça arrive dans tous les magasins de bricolage aujourd'hui. Donc, c'est le moyen de développer petit à petit sa domotique, mais développer un vrai système de domotique, c'est clair qu'aujourd'hui, ça coûte cher. Donc, je pense qu'il y a quand même un marché là-dessus. Mais pour les bracelets connectés, tu le dis, tout le monde, au CES, il y avait tout le monde qui avait un bracelet connecté. C'est un vrai bazar, là, mais il va falloir choisir comment on va pouvoir faire fonctionner tout ça ensemble. Justement, moi j'avais une petite idée, et c'est ma base de réflexion pour le rachat de Nest par Google. C'était que finalement Google, c'était son idée, c'était d'organiser l'information mondiale, et que finalement un thermostat ou des objets connectés de la maison, c'était des objets qui allaient produire de la donnée associée à l'utilisateur, et que c'était le rôle de Google de gérer cela. Et du coup, le marché créé, c'était... Clairement, qu'on parle de maison ou de prêt-à-porter connecté, on parle d'un ensemble de capteurs dans un réseau. Il y a un chat, c'est normal. Et quand on parle de capteurs, on parle aussi évidemment
d'informations à récupérer, à gérer et à faire parler, ce qui est un des vrais avantages de Google, un des vrais savoir-faire de l'entreprise américaine, et qui du coup, voilà, c'est des marchés vers lesquels ils veulent se diriger. Maintenant, le prêt-à-porter connecté, c'est un ensemble de capteurs. La maison, c'en est un autre. Je suis pas sûr. Tu disais, Benoît, tout à l'heure que ça va aller vers les deux. Je suis certain que d'un point de vue technologie, ça va aller vers les deux. Maintenant, je pense qu'il y en a clairement un, d'un point de vue économique, qui va dominer les autres. C'est plus simple d'avoir ses capteurs personnels connectés à son téléphone plutôt que d'avoir une installation de capteurs à la maison, sachant qu'ils ne seront peut-être pas compatibles avec le téléphone de telle personne alors qu'ils le sont avec celui de telle autre, etc. etc. Aujourd'hui, tu l'évoquais d'ailleurs, il y a un véritable problème de standard, de compatibilité entre les différentes technologies. Vous pensez que Google aura justement la réponse là-dessus ? Pas tout de suite, clairement pas. Même un géant comme Google peut pas dire ok les gars, maintenant on utilise seulement ma techno. C'est beaucoup plus facile à faire dans le prêt-à-porter connecté. Tu vois, t'es Google, tu dis bon, j'ai les Google Glass, voilà, point fin de l'histoire, ça synchronise en Bluetooth avec un téléphone. Puis Google, leur but, c'est de tester au projet, quoi. Ils testent ils rachètent, ils testent et ils voient si ça fonctionne ou pas, quoi, en fait, tout simplement. Et encore, le problème n'est pas au niveau de la techno en tant que telle, parce que regarde, les 3 quarts utilisent Zigbee, donc vraiment, la techno est la même pour tout le monde. Ouais, mais derrière, il y a un protocole logiciel pour faire discuter les gens entre eux, et clairement, c'est pas le même. Et je pense que c'est une question de maturité, plus qu'il suffit pas de balancer de l'argent dessus pour que ce problème se règle. C'est vraiment un problème de maturité. Donc je pense que voilà, le prêt-à-porter connecté va lever beaucoup plus vite que la maison. Guillaume, tu voudrais ajouter quelque chose ? Oui, je pense qu'il y a un point quand même, quand on reprend la question de départ, qu'est-ce qui va être en gros le levier économique à venir ? Il faut qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, le smartphone, qui est un peu la référence, on en change tous les ans, quoi. Alors bon, peut-être pas tout le monde, hein, peut-être pas Madame Michu, mais nous tous, on en change visiblement tous les ans. Je suis pas certain qu'on puisse en domotique se dire, bah tiens, je vais changer l'équipement de toute la maison et donc de toute la famille tous les ans. Je pense qu'il y a peut-être plus un levier de consommation, un peu consumérisme même sur les objets connectés, sur le prêt à... Un bracelet, ça s'offre à Noël, et si tu en avais eu un l'année dernière, c'est pas grave, c'est pas grave, ça se remplace. Ouais. C'est pour ça que je voulais rebondir, il y a une notion de paresse. La domotique, ça demande un effort d'installation, pas forcément énorme, mais il faut installer des prises, il faut installer des capteurs, il faut équiper sa maison, il faut changer ses ampoules. Ça demande un effort. Là, on est dans une notion quand même de paresse. Les choses doivent marcher toutes seules et agir à notre place. Le bracelet, c'est facile, on le met le matin et c'est fini. À la limite, il faut le charger. Mais c'est tout. Et comme on se recentre vraiment sur ça, sur cette facilité, je pense qu'on va commencer par avoir des petits objets connectés un peu partout avant de passer à autre chose. Et ce sera peut-être ça qui va porter la domotique, justement. Une fois qu'on il y a la relation personnelle aussi. C'est-à-dire que la maison, c'est collectif. Puis ton bracelet, ton objet connecté, il y a un côté personnel, il y a un côté ça me représente, ça me reflète. Il est même centré vers soi. Il est complètement androidiste, le bracelet connecté. Hein. On passe la journée comme on a regardé ce qu'on a fait. C'est sûr que l'achat, du coup, il y a un côté, ça me représente, je veux me retrouver là-dedans, je suis prêt à acheter là-dedans. Tandis que quand tu achètes pour ta maison, il y a encore un effort de se dire c'est pour la famille. T'sais. Donc c'est sûr que tu touches pas les mêmes personnes. En revanche, je te dis, j'ai vraiment aimé, puis ceux qui sont venus à la maison le savent, là, j'achète beaucoup de trucs pour connecter la maison, mais Belkin, j'ai adoré parce que tu peux brancher, ils veulent créer vraiment des appareils. Par exemple, ta cafetière, tu vas pouvoir la brancher et par exemple elle est réglée tous les jours pour s'allumer à telle heure, mais si jamais le samedi tu l'as réglée pour pas qu'elle se démarre, il y a un capteur de présence, dès que tu sors de ton lit, là il démarre la cafetière. Moi j'aime cette idée là, d'avoir un écosystème qui est pour la maison et qui est aussi centré sur l'utilisateur. Dans le même genre, il y a Samfi aussi qui fait ça beaucoup. Hein. Oui. Mais j'aimais bien ta remarque sur la maison et le fait qu'elle était collective, parce que j'ai remarqué un truc, c'est que dans la plupart des démos, en fait, il y a deux types d'entreprises dans la domotique. Il y a les vieux, qui sont là depuis longtemps et qui sont notamment développés autour du multi-room, donc c'est-à-dire le multimédia dans toutes les pièces. Et il y a les plus jeunes comme Nest, comme Netatmo, qui arrivent, qui viennent qui ont une culture beaucoup plus web. Il y a vraiment une grosse différence dans les démos. Les démos des vieux
sont effectivement dans une maison collective familiale, alors que les démos des jeunes ont tendance à être des apparts de célibataires, super classe, type loft, machin, les briques apparentes et compagnie. Mais c'est vrai que y a peut-être un petit problème de vision à ce niveau-là et que les deux devraient s'adapter pour aller vers quelque chose d'un peu plus ambivalent. Entièrement d'accord avec toi. La personnalisation, elle va en partant de l'aspect la maison est collective, mais en ajoutant le côté ça s'adapte à la personnalisation de chacun. Donc le problème, c'est que pour l'instant, il y a deux visions, mais il va falloir les regrouper à un moment donné pour faire quelque chose et faire décoller le marché. Pour conclure, on peut dire qu'on attendra une norme ou alors une entreprise capable de l'imposer. Je lance maintenant avec Gala, la mascotte de la chaîne Tech.tv, la partie application. Chaque semaine, nous vous présentons une sélection d'applications et je commence par Benoît. Alors moi, je vais vous parler de Sling Player. C'est pas une application gratuite et en plus, c'est une application qui nécessite un appareil chez soi. Mais en revanche, moi, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, enfin, en tout cas régulièrement et qui est très très pratique. Alors Sling Player, le principe, c'est qu'on a un boîtier sur lequel on branche son enregistreur numérique, son décodeur numérique, etc. Tout ce qui peut envoyer de la vidéo. On peut même brancher une clé USB puis stocker des fichiers dessus. Et à distance, on peut accéder donc du coup à toutes les fonctionnalités de son décodeur et regarder ses vidéos. Alors pour moi, c'est très pratique. Pourquoi ? Parce que quand je suis à l'étranger ou quand je suis en déplacement, sur ma tablette Android, sur ma tablette iOS, peu importe, sur mon téléphone, j'ai accès à tout le contrôle de ma télévision sans aucun blocage. C'est pas mon opérateur qui choisit de telle ou telle chaîne, c'est pas mon opérateur qui choisit telle ou telle fonctionnalité. J'ai accès à tout. Le prix, c'est $14,99. C'est ça qui est un peu élevé, malheureusement. Mais en revanche, la qualité est vraiment au rendez-vous et l'appareil chez soi, c'est $150 pour la version normale et $250 pour la version HD. Ça demande quand même une bande passante qui est assez importante en upload. Donc il faut quand même avoir ça dans sa tête. Mais donc c'est quand même un prix. Je crois qu'en France, on a des box qui font ça, non ? Oui, la Freebox notamment, qui permet quand même pas mal de paramétrage à distance, d'enregistrer assez facilement avec des applications gratuites. C'est vrai que de ce côté-là, on est plutôt bien équipé. Ouais. Je crois que la B-Box aussi a une application opérateur. La dernière SFR aussi le fait. Toutes les box de dernière génération le font finalement, en France, en tout cas. Comme Benoît le signalait, au moins là, on dépend pas de la volonté de son opérateur. On peut le faire avec un paquet c'est tout ce qu'il en reste, avec son abonnement câble. Des fois, il y a des chaînes qui sont très particulières de vidéos à la demande ou de diffusion sportive. Voilà, là, on garantit qu'on a accès. C'est pour les amoureux de la télé. L'application suivante, c'est Tony qui nous la présente. Donc moi, cette semaine, j'ai choisi une application assez sympathique. C'est un nouveau client Twitter en fait qui est sorti cette semaine. Il s'appelle Talon for Twitter. Il est sorti, il n'est pas gratuit, hélas, il est payant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très original, qu'il propose des fonctionnalités assez intéressantes, des fonctionnalités qui se copient pas mal avec ce qu'on retrouve sur Falcon par exemple, mais qui sont un petit peu plus poussives. On a la possibilité de choisir entre des thèmes, de changer la couleur des thèmes et plein d'autres petites fonctionnalités comme le mode nuit. On peut aussi personnaliser les notifications et je trouve que c'est une application assez intéressante dans l'ensemble. Tu rappelles son prix ? Hélas, comment ? Tu rappelles son prix ? Oui, bien sûr, c'est disponible à 1,46€ sur le Play Store. C'est compatible à partir d'Android 4.0. Ça pèse à peine 3 MO. Franchement, moi, je vous conseille d'y aller. C'est à tester, quoi. Ok, très bien. Guillaume, ton application maintenant. Alors moi je voudrais parler d'une application que peut-être beaucoup de monde connaît sous le nom de Read It Later, qui est renommée maintenant Pocket. C'est une application relativement simple. Elle fonctionne avec des raccourcis ou des extensions qu'on peut mettre sur son navigateur, et la journée, quand on travaille, quand on est bien occupé, on tombe parfois sur des articles qui nous intéressent, mais on ne veut pas se détourner du droit chemin du travail. Et donc au lieu de perdre le temps de lire l'article, on peut cliquer sur le petit raccourci Pocket
et l'article va se récupérer automatiquement dans l'application Pocket, application qui est disponible sur énormément de supports, tablettes, smartphones, iOS, Android, toutes les crèmeries seront servies avec ça. On a des utilisateurs dans la salle de cette application? Oui, clairement, et au niveau des supports, il y a aussi même les liseuses de chez Kobo. Depuis la dernière mise à jour. Très cool. La Kobo qui permet de la même manière de récupérer les articles. Alors ils sont formatés de manière à être très valorisants pour la lecture, hein, on enlève toutes les fioritures et effectivement on peut partir le matin avec sa Kobo en se disant tiens je vais avancer dans mon bouquin et puis en même temps lire les articles qu'on n'a pas pris le temps ou perdu le temps de lire la veille et donc de lire à tête reposée. Le business model de cette application? Alors je le connais pour le coup pas du tout, il n'y a pas de publicité qui est... Je pense que pour l'instant effectivement les dirigeants se posent aussi la question. Voilà, la seule chose qu'on peut dire c'est que c'est effectivement complètement gratuit et qu'il faut en profiter parce que c'est quand même super confortable. Laure, t'es la suivante, ton application s'il te plaît. Moi aussi c'est de la lecture. J'ai passé beaucoup de temps dans les sous-sols de la BNF et Gallica, la bibliothèque en ligne de la BNF, est maintenant dispo dans une belle application sur Android. J'imagine que des étudiants, comme moi je l'ai été, auraient apprécié de pouvoir télécharger des vieux livres qui sont numérisés par la BNF sur ce... là c'est moche. Alors dans la vidéo, la page de garde, alors très vieux livre, mais il y en a aussi qui sont lisibles, hein, j'ai testé. On a fait une belle sélection de pages de garde, mais sinon les livres sont très bien numérisés, ils ont une très bonne définition, et donc ça permet de les télécharger gratuitement. C'est Edouard qui a fait la vidéo, il trouvait l'appli pourrie, du coup il t'a fait une vidéo dégueulasse, ouais, c'est ça, de chez dégueulasse. Il m'a tout pourri. Alors que moi j'ai téléchargé des bouquins qui sont très bien. Souvent des livres épuisés, c'est très pratique pour les télécharger. On peut les lire. C'est une base de données, quoi. Ouais, c'est une énorme base de données. Ils en ajoutent tout le temps. Il y en a qui sont ajoutés très régulièrement. Et donc on les peut-être à conseiller. Moi, j'ai téléchargé que des vieux trucs. Hein. Mais un best-seller du XVIIe siècle. Lisez celui que j'ai téléchargé en premier. La farce de la marmite de Laurent Taillat, qui est une traduction de Plaute qui est très bien, très intéressante. Et voilà, ça date de 1907, il n'y a plus d'édition depuis et vous pouvez le télécharger gratuitement. Et partager tout ça sur Twitter, sur Facebook, c'est vachement bien. On reste du côté culturel avec ton application PO. Ouais, moi je suis pas un gros amoureux de la télé, vraiment j'ai beaucoup de mal avec son contenu, mais il y a quand même une chaîne où il y a pas mal d'émissions qui m'intéressent, c'est Arte. Avec ses émissions culturelles comme Trax ou Beats spécial pour les geeks. Voilà, ils ont une application qui s'appelle tout simplement Arte, qui est très réussie. Replay ou est-ce qu'on a d'autres fonctionnalités? C'est du replay pendant 7 jours, mais il y a aussi des émissions qui sont disponibles en tout temps. Et l'une des caractéristiques de la chaîne, c'est quand même d'être une chaîne franco-allemande avec du contenu à la fois en allemand et en français, et on retrouve cette caractéristique sur l'application et ça je l'apprécie beaucoup, c'est-à-dire que dans l'application on peut accéder à un menu pour changer la langue et avoir accès au contenu germanophone. C'est très pratique pour ceux qui comme moi ont appris l'allemand à l'école et ont malheureusement peu de camarades pour pratiquer. Alors qu'il le parle quand même raisonnablement bien. Je ne me mousse pas du tout en direct. Voilà, Arte c'est super cool. L'appli est vraiment... voilà, il n'y a rien à redire. Elle respecte toutes les guidelines d'Android. Tout est super fluide et c'est relativement rare dans l'univers du multimédia. Un coup de cœur donc. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'Arte est intéressant, parce que quand on regarde Arte, c'est quand même assez aléatoire de tomber sur un contenu qui nous intéresse, ça peut être vite considéré comme chiant, et l'appli fait qu'on peut aller chercher son contenu et c'est très bien valorisé. Effectivement. Je passe maintenant à l'application d'Edouard. Je suis sûr que c'est une petite application encore très utile. Ouais, très utile. Mais justement, il y a par exemple Benoît qui fait aujourd'hui son Skype en 4G. Et en fait, tout simplement, on parle d'Orange qui fait de la 4G free et tout ça. Mais qu'en est-il de la couverture? Il y a une application pour ça, ça s'appelle Sensorly, qui utilise une communauté d'utilisateurs. Où en fait, depuis l'application, donc ça existe sur iPhone, sur Android, en fait, chaque utilisateur va dire là où il est, quelle est sa couverture, et donc ça va permettre au niveau national et même mondial d'avoir quelque chose de beaucoup plus fiable que ce que proposent les opérateurs. Le truc qui est intéressant aussi, c'est des speed tests, donc des tests pour savoir la vitesse de la connexion, et on peut ainsi pouvoir voir si les débits théoriques des opérateurs se vérifient ou pas dans la réalité. Généralement, ce n'est pas le cas, mais voilà, ça permet de le faire très simplement. Il y a une carte où en fait on peut facilement choisir quel opérateur, si on veut de la 3G, de la 4G. Tout ça, c'est vraiment facile. Et l'aspect communautaire est vraiment développé dans la mesure où c'est incitatif
incitatif de justement activer la détection de la couverture sur le téléphone. Et tout ça, c'est gratuit, alors vraiment, essayez-la. Et du coup, toi, Baptiste, je parie que tu nous as encore trouvé un petit jeu, non? Bah ouais, j'ai un petit jeu. Ça s'appelle Strata. Il y a une version gratuite avec des pubs et une version payante à 2,20 €. C'est un petit casse-tête. On a un tableau de carré de couleurs qu'il faut recouvrir. Il faut utiliser tous les rubans pour recouvrir et il faut que la dernière couleur du ruban soit la même couleur que le carré initial. Vous me suivez? Alors, moyen. Au début, c'est facile, on a peu de couleurs et peu de carrés, mais après, quand on a beaucoup de couleurs et beaucoup de carrés, il faut réfléchir dans quel ordre on met les rubans et ça se complique vraiment. Ça paraît un peu bidon, mais c'est plutôt très sympathique. Les graphismes sont plutôt exceptionnels. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça a l'air plutôt joli. C'est très très joli. Et voilà, c'est plutôt addictif comme les petits jeux que j'aime bien. Il y a quand même un truc qu'il faudrait que je dise. Pour ceux qui ne regardent pas l'émission en direct, on vient de découvrir quand même que Baptiste a payé la version payante alors qu'il voulait à la base la version gratuite. Ouais, j'étais pas au courant qu'il y avait une version gratuite. Mais t'as pas eu les pubs au moins. Mais j'ai pas les pubs. J'ai payé l'application, mais je regrette pas parce que c'est une très très belle application de par les graphismes. Merci d'avoir suivi cette émission. J'aimerais remercier les personnes présentes, Laure, Guillaume, Pierre-Olivier. Que tu as intérêt d'inviter la semaine prochaine, hein, pas comme les 2 dernières fois. Tony par Skype. Salut. Et Benoît depuis Montréal. Merci encore pour l'invitation. Édouard à la régie. J'aimerais aussi remercier Édouard Marquis, le producteur de la chaîne Tech.tv et notre fantastique réalisateur Olivier Rousseau. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés aux chaînes YouTube de Frandroid et de Tech.tv, abonnez-vous. Vous pouvez aussi réagir sur Twitter avec le hashtag Androtech. Bonne année, puisque j'ai encore le droit de le dire, et à très bientôt.